J'avais 17 ans quand j'ai quitté cette réception de famille, pensant que la pire chose que je ramènerais à la maison serait un cœur en miettes, mais alors qu'une tempête de grêle s'abattait sur l'autoroute A13. Un 38 tonnes a transformé ma petite voiture en un tas de ferraille informe. Dans l'unité de déchocage, le chirurgien a dit qu'il me restait quelques minutes, pas des heures, et qu'ils avaient besoin du consentement de ma mère pour m'opérer en urgence et tenter de me sauver la vie, alors une infirmière l'a appelé en FaceTime. Ma mère a répondu depuis un centre de thalassothérapie à Deauville, ma petite sœur juste à côté d'elle, et elle n'a même pas pris la peine de se lever, elle a juste soupiré et a dit, s'il claque, tenez-moi au courant. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. Je suis quand même partie au bloc et 18 jours plus tard, je me suis réveillée avec un tube dans la gorge, un goût de métal dans la bouche et une ligne sur le dossier médical au pied de mon lit qui n'avait aucun sens, nouveau tuteur légal, et le nom écrit en dessous n'était pas le sien. Mais avant de vous dire qui a pris le relais quand ma propre mère m'a abandonnée, j'ai besoin de savoir que vous êtes là avec moi, alors écrivez « Bonjour » en commentaire ou dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, car parfois, savoir que quelqu'un écoute est la seule chose qui nous empêche de nous effondrer à nouveau, et si vous avez déjà été celui que personne ne choisit, abonnez-vous et restez avec moi parce que ce n'est pas juste l'histoire d'un accident. C'est l'histoire de celui qui m'a sauvé quand j'étais déjà en train d'être effacé. Je m'appelle Théo Lemaire et je vais maintenant tout vous raconter. Les gens pensent que les gamins qui grandissent à Neuilly-sur-Seine ne saignent pas de la même façon, avec les grands appartements, les lycées privés et la vie facile, mais personne ne demande jamais ce que ça fait de dîner avec des gens qui parlent de vous comme si vous n'étiez pas là. J'avais 17 ans quand j'ai réalisé que je ne faisais plus vraiment partie de la photo de famille, et pas seulement au sens figuré, mais littéralement. Je m'appelle Théo Lemaire et tout a commencé ici, alors que nous étions assis à la table d'un appartement qui semblait sortir d'un magazine de décoration de luxe, entre les parquets cirés et le cristal d'Arc. Marc, mon beau-père, présidait en bout de table, ma mère Béatrice lui faisait face et Chloé était à ma droite, faisant défiler son téléphone et filmant tout pour ses stories Instagram. J'étais assis à l'autre extrémité, dans ce coin inutilisé comme un accessoire que quelqu'un aurait oublié de ranger. On mangeait du pavé de saumon à l'oseille, mon plat détesté, présenté parfaitement comme s'il devait passer un test photo avant d'atteindre mes lèvres. Béatrice parlait de son prochain week-end de cure thermale et d'une vente aux enchères caritative qu'elle organisait pour une fondation. Marc intervenait sur son dernier projet architectural, une villa de luxe à Biarritz, et Chloé ricanait en entortillant ses cheveux, s'extasiant sur le fait qu'un de ses posts avait atteint 12 000 likes en 1 heure. Personne ne m'a rien demandé, je ne faisais pas partie de la conversation, j'étais juste un figurant dans un tableau familial. Puis le coup est tombé plus fort quand Béatrice a pris un appel en haut-parleur, c'était une autre mère d'élève du lycée de Chloé, et elle a répondu avec ce ton chaleureux et faux qu'elle réservait aux gens dont elle avait besoin. Oh oui, Marc et moi allons merveilleusement bien. Chloé s'épanouit totalement, et l'aînée est toujours là, pour l'instant. Elle n'a pas dit mon prénom, pas une seule fois, l'aînée, comme si j'étais une phase ingrate dont elle n'était pas encore sortie. Après le dîner, je me suis réfugiée dans ma chambre qui n'était pas à l'étage avec vue sur le jardin comme celle de Chloé, mais dans l'aile près de la buanderie, à côté du local technique, car quand nous avions emménagé, il m'avait dit que c'était temporaire, mais cela faisait plus d'1 an. En cherchant un vieux chargeur, j'ai ouvert un placard de rangement et je suis tombée sur une boîte à chaussures remplie de photos de famille, sauf que je n'y étais pas. Photo après photo, Béatrice en talons dans un vignoble, Marc souriant à ses côtés, Chloé dans des robes de fête avec des ballons et des gâteaux, ou en peignoir assorti à celui de sa mère lors d'une journée spa. Il y en avait une de moi, recadrée maladroitement au bord d'une photo de Noël où on ne voyait que la moitié de mon visage, et une autre étiquetée, vacances en famille à l'île de Ré, où je n'apparaissais pas du tout. Il y avait aussi une enveloppe Kraft marquée « Confidentiel assurance santé », à mon nom, je ne l'ai pas ouverte, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'une partie de moi savait déjà que je n'aimerais pas ce que j'allais y trouver. Au lycée, les gens pensaient que j'allais bien, car on n'éprouve pas de sympathie pour les gosses de Neuilly, si vous vivez derrière des codes d'accès, ils pensent que votre vie est réglée, mais la vérité était que les codes servaient juste à garder la douleur bien polie. Chloé me croisait dans les couloirs comme si nous n'étions pas parents, ses amis chuchotaient à propos du voyage à Deauville que Béatrice et elle avaient prévu, elle leur disait « C'est juste un week-end entre filles », maman dit que c'est vital de déconnecter, pas d'appel, pas de drame. Je n'avais jamais fait partie du plan.
Le seul endroit où je pouvais respirer était Honfleur, en Normandie. Presque tous les week-ends, je prenais la route pour voir mon grand-père, Lucien Girard, un ancien commissaire de police à la retraite, pêcheur à ses heures perdues, le seul homme qui m'ait jamais regardé dans les yeux pour me demander si j'allais bien en le pensant vraiment. Chez lui, ça sentait le sel et le marc de café, ce n'était pas grand-chose, mais je m'y sentais chez moi. On ne parlait pas de sentiments, il me tendait un verre de cidre, désignait la boîte à outils et m'apprenait à bricoler. C'était sa façon de me dire qu'il me voyait. « Tu viens pour la fête du porc à Pâques ?» m'a-t-il demandé en me tendant un dépliant avec un clin d'œil. « Oui », j'ai répondu en essayant d'avoir l'air décontracté, « je serai là tôt pour t'aider. » Sur le chemin du retour, un SMS de Béatrice est arrivé, « Ne complique pas ma semaine, je suis débordée. » Elle ne demandait pas si j'étais bien rentrée, elle ne le faisait jamais. J'ai fixé le message, un froid étrange s'installant dans ma poitrine, Pâques approchait et mon instinct me disait que ce ne serait pas juste une question de chocolat et de décoration cette année, quelque chose était en marche et je sentais que ça ne me plairait pas. La semaine précédant Pâques, l'atmosphère dans l'appartement a changé, ce n'était pas dramatique, c'était silencieux, contrôlé, comme si tout le monde savait quelque chose que j'ignorais et qu'il répétait les répliques d'un spectacle où je n'étais pas invitée. Un après-midi, je suis rentrée par l'entrée de service et j'ai entendu Béatrice et Marc dans la cuisine, ils ne m'ont pas entendu au début. Marc se servait un verre tandis que Béatrice fixait la fenêtre, son téléphone posé face contre terre sur le plan de travail. J'ai parlé au directeur de l'institut, Marc, a dit Béatrice, il recommande l'internat. Les programmes structurés sont plus efficaces pour la stabilisation comportementale. Ma mère a soupiré, je veux juste que ce soit réglé avant Pâques, proprement, sans scène. Marc a répondu, il reste de la paperasse, on va s'en occuper, j'ai déjà contacté le centre de rééducation psychologique. Je me suis figée, mon sac à dos glissant de mon épaule, mon cœur bégayant dans ma poitrine. Internat, comportement, paperasse, avant Pâques. Il prévoyait de m'envoyer loin, et bientôt. Ce soir-là, j'ai attendu que tout le monde soit couché pour me glisser dans le bureau de Marc sous prétexte de chercher un câble, mais je suis allée droit vers le meuble où il gardait les dossiers importants. C'était mal fermé, négligé, et j'ai trouvé une chemise marquée « Patrimoine et assurance ». J'ai feuilleté les pages rapidement, mes doigts tremblants, Béatrice, Marc, Chloé, leurs noms étaient sur chaque ligne de bénéficiaire principal. Mon nom n'avait pas disparu, mais il n'était pas avec les leurs, il était relégué à la fin, marqué « Dépendant antérieur » avec une mention « Plan de transition en attente ». J'ai pris une photo de la page avec mon téléphone et j'ai refermé le dossier avant que mon estomac ne se noue davantage. Le lendemain matin, Béatrice m'a déposée au lycée, juste elle et moi dans la voiture, et le silence était assourdissant. « Pâques est important cette année », a-t-elle dit soudainement, « il y aura beaucoup de monde, je veux que tout se passe sans accroc. » Je n'ai rien dit. Il y a aussi une nouvelle opportunité pour toi après les vacances, un changement d'environnement, plus de structure, de soutien. Tu veux dire m'expédier ailleurs, ai-je lancé en guettant sa réaction. Son sourire a vacillé une fraction de seconde, tu imagines toujours le pire, j'essaie de t'aider. Non, tu essaies de me faire disparaître. Elle n'a pas répondu, elle a juste monté le son de la radio et a prétendu que la conversation n'avait jamais eu lieu. Ce week-end-là, je suis allée à Honfleur, je voulais tout dire à Lucien mais les mots restaient bloqués, je ne voulais pas avoir l'air fou ni l'inquiéter. « Ça va, fiston ?» m'a-t-il demandé en me tendant une bouteille d'eau comme toujours. J'ai hésité, juste le lycée, c'est fatigant. Il n'a pas insisté, il a juste hoché la tête et a dit, si jamais tu as besoin d'aide, de la vraie aide, appelle ce gars-là, et il m'a tendu la carte de maître Antoine Morel, un spécialiste du droit des mineurs. J'ai mis la carte dans ma poche en faisant une blague, mais ce n'était pas drôle. De retour à Neuilly, je suis passée devant le salon et j'ai vu l'iPad de ma mère s'allumer avec des notifications, l'une d'elles a attiré mon attention, confirmation Thalasso Deauville journée complète déconnexion mère-fille, non remboursable. Note, aucun appel durant la session. C'était prévu pour le dimanche de Pâques. Mon cœur a cogné, ce ne pouvait pas être une coïncidence, si quelque chose m'arrivait, si j'avais besoin d'aide, personne ne pourrait les joindre, elle l'avait planifié.
La veille de Pâques, je préparais un sac pour dormir chez Lucien quand Chloé a frappé à ma porte, elle n'est pas entrée, restant appuyée contre le chambranle les bras croisés. Juste pour que tu saches, a-t-elle dit, après-demain, tout deviendra plus simple pour nous tous. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a eu un petit sourire en coin, ça veut dire que tu ne fais plus partie de cette famille, et honnêtement, tu n'en as jamais fait partie. Puis elle est partie comme si elle ne venait pas de craquer une allumette sur un baril de poudre. Je suis restée là, fixant la photo dans le couloir, Béatrice, Marc et Chloé souriant devant un sapin, mon cadre à moi était brisé et avait disparu de l'étagère du dessous. Demain c'était Pâques, et je n'avais aucune idée que le crash n'était pas seulement proche, il avait déjà commencé. Je suis arrivée à Honfleur juste avant midi, plus tôt que prévu, le jardin sentait encore le sel et le vieux charbon de bois de l'été dernier et Lucien était déjà dehors en train de sortir les chaises pliantes du cabanon. Je l'ai aidé à dresser la grande table et à suspendre les guirlandes, essayant de prétendre que c'était juste un autre repas de famille. Tiens, dit-il en me tendant une chemise bleue soigneusement pliée, mais ça aujourd'hui, ça te va bien. Ce n'était pas neuf, c'était une des vieilles chemises de mon père, mon vrai père, que Lucien avait lavé et repassé. J'ai passé mes doigts sur le col, sans savoir quoi dire. Merci, ai-je murmuré, et il a juste hoché la tête comme il le faisait toujours quand il offrait quelque chose qui comptait plus qu'il ne voulait l'admettre. À 14 heures, le jardin était plein, des cousins, des oncles, des tantes que je connaissais à peine mais qui m'embrassaient trop longtemps. Il y avait des œufs-mimosas, du rôti de porc au cidre, on se sentait en sécurité et pour une fois, je n'étais pas un bruit de fond. Puis la tempête parfaite est arrivée. Béatrice a débarqué comme si elle allait être photographiée, dans une robe blanche impeccable, Marc a garé sa Tesla comme s'il possédait la rue et Chloé est sortie la dernière, filmant tout avec son téléphone. Ils n'avaient pas apporté de plat, juste des cadeaux, ce qui leur suffisait pour se donner bonne conscience. Béatrice a fait la bise à une tante qu'elle n'avait pas vue depuis Noël et a lancé un compliment sonore sur la décoration. Marc a commencé à parler business avec un de mes cousins et Chloé continuait de filmer. Je me suis approchée pour dire bonjour et Béatrice s'est tournée vers une amie de la famille. « Voici Théo », a-t-elle dit, « enfin, c'est le nom qu'il porte. » Puis elle a souri et s'est détournée avant même que je puisse répondre. J'ai reculé, pris une bouteille d'eau et me suis dirigée vers le côté de la maison pour respirer, c'est là que je l'ai entendue. La voix de Béatrice était basse mais reconnaissable. « Oui, je confirme pour demain, journée complète, juste toutes les deux, pas d'interruption, pas d'appel, pas de paperasse, c'est notre journée détox. » Elle a eu ce rire fluide et satisfait, on l'a attendu longtemps ce moment, juste mère et fille, au calme. Je me suis figée alors que la voix de Chloé renchérissait. Enfin, pas de garçon, pas de drame, juste nous. Mon estomac s'est noué, ce n'était pas seulement les mots, c'était la facilité avec laquelle elle les prononçait, la facilité avec laquelle j'avais été effacée de leur idée de la famille. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là avant de retourner dans le jardin, mais Lucien m'a interceptée. « Ça va ?» J'ai hoché la tête trop vite, juste un mal de tête. Il ne m'a pas cru mais n'a pas insisté. Plus tard, une cousine de ma mère m'a pris à part près du barbecue, elle sirotait un thé glacé. « Alors, j'ai entendu dire que tu commençais quelque chose de nouveau bientôt, ta mère dit qu'il y a un programme de prévu. » Je l'ai fixé, quel genre de programme ? Elle a haussé les épaules, quelque chose de structuré, bon pour la discipline. Elle présentait ça comme une chance incroyable. Je suis partie avant de dire quelque chose que je regretterais. Au coucher du soleil, j'en avais assez, la brise de Normandie ne me semblait plus protectrice, elle semblait être la dernière chose qu'on m'autorisait à garder. J'ai dit à Lucien que je partais plus tôt. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé. « Oui, juste fatigué. » Il m'a tendu les clés de la vieille voiture pour laquelle j'avais économisé. « Sois prudent, la route va être glissante avec la pluie qui arrive, envoie-moi un message quand tu es arrivé. » J'ai hoché la tête. Chloé m'a croisée près du portail, imbue d'elle-même. « Maman est occupée toute la journée demain, quoi qu'il arrive, n'appelle pas. » Je l'ai regardée, stupéfait, mais elle a continué son chemin. Je me suis glissée dans la voiture, l'odeur du barbecue collait encore à mes vêtements. Je n'ai pas regardé derrière moi en démarrant, mais le ciel changeait déjà. En m'insérant sur l'autoroute, je pensais à la voix de Lucien disant « Préviens-moi quand tu arrives » et à celle de Chloé disant « N'appelle pas. »
Deux ordres opposés, l'un signifiait protection, l'autre effacement, et je ne savais pas encore lequel j'allais écouter. La pluie a frappé plus fort que prévu, le pare-brise n'était plus qu'un flou d'eau et de phare, les essuie-glaces à pleine vitesse ne suffisaient plus. J'ai jeté un œil à mon téléphone, j'ai tapé un message pour Lucien, je rentre, tout va bien, puis je l'ai effacé, je ne voulais pas qu'il s'inquiète ou qu'il essaie de m'arrêter, je me suis dit, rentre juste et dors. La route serpentait et l'eau s'accumulait dans les creux, j'ai ralenti, je n'étais pas imprudent, je me souvenais de la voix de mon grand-père. C'est là que des phares sont apparus dans mon rétroviseur, trop proches, un SUV noir collé à mon pare-choc qui faisait des appels de phare pour que j'accélère, mais je ne l'ai pas fait. Le SUV est resté là, se rapprochant encore, et j'ai vu un autocollant sur son pare-brise, un blason de club privé que Chloé postait souvent, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Devant moi, un poids lourd sur la voie opposée a fait de l'aquaplaning, sa remorque a glissé à travers la ligne comme un couteau, j'ai donné un coup de volant, tout est devenu blanc. Puis une explosion de bruit, de métal, de verre, j'ai senti la ceinture se bloquer, le monde a tourné, ma tête a percuté quelque chose de dur, puis le silence. Et le bruit à nouveau, les sirènes, quelqu'un qui criait, « Petit, tu m'entends ? Reste avec nous. » Je ne pouvais pas parler, mon corps semblait pris dans du ciment, des mains fouillaient mes poches, mon portefeuille était au sol, ouvert, ma carte d'identité scolaire et la carte de maître Morel sont tombées, un secouriste les a ramassées et les a fourrées dans ma poche de veste. Ils m'ont sanglé sur une planche, je les entendais parler, non, Théo Lemaire, pas de dossier papier, l'assurance est signalée, on a besoin d'une autorisation, la mère est injoignable, notez en ne pas déranger pour une cure. J'ai essayé de bouger, rien, les sirènes hurlaient, j'ai entendu le médecin à l'entrée de l'hôpital, amenez-le tout de suite, on perd du temps. Je voulais crier que je n'étais pas seule, que quelqu'un m'attendait, mais je ne pensais qu'au message que je n'avais pas envoyé. Je ne me souviens pas de l'entrée au bloc, je me souviens de la douleur qui fleurissait en moi avant que tout ne disparaisse. Plus tard, ils ont listé les blessures, hémorragie interne, rate éclatée, édème cérébral, côte cassée, clavicule broyée, des preuves plus que des blessures. Ce que je ne savais pas encore, c'est que l'heure suivante allait se jouer sur un appel FaceTime. Le chirurgien avait besoin d'une signature, j'avais 17 ans, j'étais inconscient et la femme listée comme tutrice était Béatrice Lemaire. Une infirmière nommée Karen a fouillé le système, fronçant les sourcils devant l'absence de contact d'urgence secondaire, mais en creusant plus loin, elle a trouvé le nom de Lucien Girard, relégué tout en bas de la liste par quelqu'un qui avait réorganisé les priorités. Ils n'avaient pas le choix, ils ont appelé Béatrice. L'écran s'est éclairé sur une scène de publicité, Béatrice allongée sur un lit de massage, peignoir blanc, serviette sur la tête, un masque sur le visage, Chloé à côté d'elle faisant un selfie. Madame Lemaire, a dit le chirurgien, votre fils est dans un état critique après un accident, il a une hémorragie interne, nous avons besoin d'une autorisation d'urgence pour l'opérer. Béatrice a cligné des yeux avec lassitude, attendez, Théo. L'infirmière a confirmé. Ma mère n'a même pas bougé, elle a juste fait un geste de la main, s'il claque, tenez-moi au courant. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. Chloé a ricané et a pris une photo de l'écran FaceTime montrant mon visage ensanglanté et tubé. L'infirmière tremblait en baissant le téléphone, un autre médecin a tenté, Madame, c'est une question légale, il est mineur. Béatrice a expiré, agacée, bon, appelez son grand-père, Lucien Girard, il signera n'importe quoi, j'ai fini. Et elle a raccroché. L'équipe a appelé Lucien, il a décroché à la deuxième sonnerie, il n'a pas posé de questions, dès qu'il a entendu mon nom et le mot « critique », il était déjà dehors, sous l'orage, les clés à la main. Il est arrivé à l'hôpital trempé, les épaules carrées comme s'il retournait au combat. « Je suis Lucien Girard, où est-il » Ils l'ont emmené en réanimation, il a signé tous les formulaires sans hésiter, d'une écriture nette et décidée. Quand il est entré dans la salle de préparation, j'étais déjà sédatée, il a pris ma main et a murmuré « Je suis là, petit. Je te tiens. Tu n'es pas seul. » Puis les portes se sont refermées. Ce que personne ne savait, c'est que pendant qu'on me sauvait, Marc Vandamme était déjà au téléphone avec son conseiller juridique pour s'assurer qu'aucune responsabilité financière ne retombe sur lui, il voulait que Béatrice porte tout le fardeau légal.
Ils agissaient comme si j'étais un fait divers encombrant, pas un fils. À l'issue de l'opération, l'hôpital a mis à jour mon dossier avec une note du service juridique mentionnant que la tutrice légale avait refusé l'intervention vitale et qu'une tierce partie avait signé en urgence, et sous la ligne « tuteur légal ». Le curseur a clignoté avant d'écrire « Lucien Girard ». La réanimation était trop calme, mais Lucien n'est jamais parti, assis sur sa chaise inconfortable, une main toujours posée sur mon bras. Dès le deuxième jour, il avait demandé les copies de tous les dossiers, y compris l'enregistrement de l'appel FaceTime, il savait comment les systèmes enterrent les choses. Un responsable des risques de l'hôpital est venu le voir, il y a assez d'éléments pour caractériser une négligence médicale grave, le fait que la tutrice ait refusé l'intervention nous oblige à faire un signalement. Voulez-vous entamer une procédure de transfert de tutelle d'urgence pour sa sécurité? Lucien n'a pas scié, faites-le. Le soir même, Maître Morel était là avec une pile de documents, il a tout revu, y compris la photo de Chloé se moquant de mon corps brisé qui circulait déjà sur les réseaux sociaux de son lycée. Ça ne restera pas silencieux, a-t-il dit. Il ne s'est pas trompé. Les parents de Neuilly ont commencé à chuchoter, et quand le cabinet d'avocats de Marc a proposé un arrangement financier pour étouffer l'affaire, Morel a souri comme un loup, mettez ça par écrit. Il est allé lui-même porter la pétition de tutelle d'urgence et la plainte pour négligence au domicile des Vandamme. Béatrice a ouvert en robe de chambre, livide, « Vous n'êtes pas sérieux ?» « Oh que si », a répondu Morel. Le tribunal a accéléré la procédure, on ne pouvait pas ignorer un tel dossier, et alors que j'étais encore inconscient, le nom de Lucien a été officiellement inscrit en haut de ma fiche de soins. La première chose que j'ai vue en me réveillant n'était pas le plafond, mais ce dossier au pied du lit avec ces mots en gras, « Nouveau tuteur légal, Lucien Girard ». Ma gorge me brûlait, je ne sentais plus ma jambe, mais tout cela n'était qu'un bruit de fond derrière cette ligne de texte. Quelqu'un avait pris une décision qui m'avait sauvée, et ce n'était pas ma mère. Et, a dit une voix rauque, Lucien était là, les yeux injectés de sang. Tu es réveillé, tu es en sécurité maintenant, Théo. J'ai réussi à articuler 2 mots, que s'est-il passé? Il n'a rien caché, il m'a raconté l'accident, l'appel à Béatrice, le « s'il claque, prévenez-moi » et le rire de Chloé. Mon cœur ne se brisait pas, il s'engourdissait, comme si quelqu'un avait coupé la douleur pour me laisser flotter au-dessus. L'hôpital a tout enregistré, a ajouté Lucien, Morel s'occupe de tout, tu ne retourneras pas là-bas. J'ai senti cette phrase s'installer dans ma poitrine comme une bouffée d'air pur. Plus tard, une infirmière a confirmé que mon dossier avait été initialement mal enregistré sous le nom de Vandamme, le nom de Marc, une commodité d'assurance. Ils avaient tout prévu pour m'effacer. Morel est revenu le soir même pour me demander si je voulais retourner chez ma mère, j'ai juste secoué la tête, ce n'est pas ma maison. Le lendemain, l'hôpital bourdonnait d'attachés de presse envoyés par Marc pour proposer des dons en échange de discrétion, mais Morel les a renvoyés sans ménagement. Puis est venue l'audience d'urgence, on m'a emmené au tribunal de Versailles en fauteuil roulant, avec ma perfusion encore fixée au bras. Béatrice était là, impeccable, jouant la comédie du désespoir, Chloé derrière elle, la bouche serrée. Le juge a fait lire la transcription de l'appel, la voix glaciale de ma mère a rempli la salle, « S'il claque, tenez-moi au courant ». Le silence qui a suivi était pesant. Les médecins ont témoigné, Morel a présenté les preuves du sabotage des contacts d'urgence. C'était une négligence organisée, a-t-il conclu. Le juge a tranché immédiatement, tutelle transférée à Lucien Girard, droits parentaux de Béatrice révoqués. Je suis sortie de ce tribunal avec plus de douleur qu'en y entrant, mais pour la première fois, ce n'était pas une douleur que quelqu'un d'autre avait le droit d'ignorer. La convalescence n'a pas été un montage de film, c'était des mois dans une chambre chez Lucien à Honfleur, à apprendre à tenir debout sur une jambe, à laisser tomber ma cuillère parce que mes doigts tremblaient trop, mais c'était aussi Lucien qui m'apportait de l'eau sans jamais me prendre en pitié. J'ai commencé une thérapie, j'ai raconté ce que ça faisait de vivre dans une maison où on ne vous regarde que quand on a besoin d'un faire-valoir. Puis les SMS de Béatrice ont commencé à arriver, je souffre aussi, Théo, j'ai tout perdu, ne me prends pas le peu qu'il me reste. Je n'ai pas répondu, j'ai tout donné à Morel, ce n'était pas des excuses, c'était de la communication de crise. Une semaine plus tard,
On apprenait que Mark Van Damme demandait le divorce pour préserver sa réputation, il coupait les ponts proprement, laissant ma mère seule. Chloé a été exclue de son lycée privé après la diffusion de ses messages, Neuilly n'était plus une forteresse mais un château de cartes. L'audience finale a eu lieu 6 mois plus tard, j'y suis allée avec mes béquilles, refusant le fauteuil roulant. J'ai dit au juge, le soir où le médecin a dit que je devais être opérée et que ma mère a refusé, quelque chose en moi est mort avant même que mon corps ne puisse le faire, je n'étais pas son fils, j'étais une charge encombrante. J'ai regardé Béatrice, je ne demande pas d'argent, ni d'excuses, je demande juste à être libre et à rester là où je suis en sécurité, avec Lucien. Le juge a prononcé la déchéance des droits parentaux et a autorisé la procédure d'adoption par mon grand-père. J'ai signé les papiers à 18 ans, je n'ai pas changé de nom, mais j'ai changé tout le reste. J'ai fini mes études, je suis devenu éducateur spécialisé pour aider les gosses qui, comme moi, se sentent invisibles. Tous ne s'en sortent pas, tous n'ont pas un Lucien dans leur coin, mais quand ils me demandent comment j'ai fait pour m'en sortir, je leur dis la vérité, quelqu'un est resté. C'est tout ce qu'il faut parfois, une personne qui refuse de partir quand c'est gênant, une signature sur un formulaire d'hôpital qui dit que tu en vaut la peine. La dernière chose que j'ai lue à l'hôpital était « nouveau tuteur légal » et maintenant je sais ce que ça signifie vraiment. La famille, ce n'est pas ceux qui vous ont élevé, c'est ceux qui refusent de vous abandonner.